Place à notre entretien du jour avec Michel-Édouard Leclerc. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Vous êtes avec nous pendant une vingtaine de minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale qui est représentée aujourd'hui par Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne du journal Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour, Michel-Édouard Leclerc, bonjour. Bonjour, Ouest France, c'est maintenant la presse nationale. Ah oui, carrément. Bien sûr, carrément. Avec un rayonnement national, c'est d'ailleurs le premier journal de France en termes de tirage, on peut le préciser. Alors Michel-Édouard Leclerc, on a beaucoup de sujets à évoquer avec vous, mais d'abord parlons de souveraineté alimentaire, puisque le gouvernement ouvre aujourd'hui les assises de la souveraineté alimentaire et appelle tous les acteurs de la chaîne au grand réveil, je cite, face à notre perte de souveraineté dans notre alimentation, car pour la première fois depuis 1978, on va importer plus de produits alimentaires qu'on en exporte avec une balance commerciale alimentaire négative. Est-ce que vous allez répondre présent à cet appel, à cette demande de réveil de la part du gouvernement ? Alors, même breton, j'avais l'impression que j'étais dans la problématique de la souveraineté alimentaire française. C'est un mot auquel je n'adhère pas. Pourquoi ? Je crois plus à la maîtrise, à l'indépendance, à l'autonomie, à la maîtrise des besoins en alimentation. La souveraineté, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire produire ce qu'on mange. Ça veut dire produire ce qu'on mange, mais quand vous êtes dans le Nord et que vous n'avez pas de fruits rouges, ce qui est plus important, je pense, c'est de maîtriser. C'est de maîtriser, d'abord, on ne mange pas pour rien, on mange pour maîtriser un système de santé, pour ménager un environnement, un cadre de vie. Et là-dedans, il faut pouvoir piocher sans être trop soviétique, quoi. Et donc, oui, j'adhère bien sûr à cette maîtrise. Alors, il y a des diagnostics négatifs, mais il y a des choses quand même très positives en France. On est quand même un des plus beaux fleurons dans le monde des pays producteurs de l'alimentation. Mais quand même, comment vous expliquez cette perte de souveraineté ? Par exemple, le fait qu'un fruit et légume sur deux est importé aujourd'hui dans ce qu'on mange en France. C'est quoi ? C'est dû au libre-échange, à la mondialisation ? Oui, ou peut-être qu'on ne produit pas les bons produits. Il ne faut pas toujours chercher des choses grandioses dans les explications. S'il y a des produits qui se vendent plus et qu'on ne les produit pas, on va les chercher ailleurs. Ensuite, il y a une sorte de refus de voir les demandes sociales changer, y compris les demandes d'alimentation. Les jeunes Français vont continuer à manger moins de viande, ils vont manger plus de protéines végétales, on va beaucoup plus manger hors foyer, les interlocuteurs seront plus les mêmes, ce seront plus les commerçants, mais plutôt la restauration, voire les entreprises, le restaurant d'entreprise. Donc, en fait, c'est une chaîne une série de conséquences, une série de raisons, qui fait qu'on ne mange pas pareil qu'il y a 40 ans, et c'est tant mieux. J'ai 73 ans, je peux vous dire qu'on mange quand même vachement mieux maintenant qu'il y a 70 ans, quoi. Mais la grande distribution a un rôle à jouer dans cette promotion du Made in France, en fait, en mettant en avant les produits fabriqués en France. Est-ce que vous le faites dans le réseau de vos magasins ? Non seulement la grande distribution a un rôle à jouer, mais elle le joue. Mais le problème, c'est que les lois nationales qui s'appliquent, justement, les lois dites de souveraineté, ne s'appliquent pas aux autres. C'est-à-dire que si vous allez à Rungis, il n'y a pas beaucoup de grossistes qui sont soumis aujourd'hui à ce qu'on appelle la loi Egalim, par exemple, sur la transparence du coût de la matière première agricole. Si vous prenez la restauration, elle n'est pas non plus là-dedans. Et comme on est un pays ouvert, où beaucoup d'offres agroalimentaires, je ne parle pas que de l'offre agricole, agroalimentaire et d'origine multinationale, elle n'est pas non plus soumise à la seule loi française. Donc on voit déjà que même dans une volonté de bien faire, on n'a pas pris l'ensemble des acteurs pour atteindre un même objectif. Déjà, la première chose à faire, ce serait de faire appliquer les lois par l'ensemble des acteurs et d'arrêter de se payer la distribution comme mauvais joueurs. Donc il y a des acteurs de l'agroalimentaire aujourd'hui qui ne jouent pas le jeu du Made in France ? Les deux tiers. Les deux tiers. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils n'achètent pas français, mais ils ne sont pas obligés de jouer le jeu d'une Made in France, ni de respecter les législations françaises. Enfin, c'est ça que je veux dire. La loi Egalim, qui a plusieurs dispositions et qui est censée protéger, si ce n'est mettre un bouclier sur la rémunération du producteur lui-même, cette loi n'est pas applicable à de nombreux acteurs opérant sur le marché français. Ça nous amène à parler de l'accord de libre-échange avec les pays du Mercosur en Amérique latine. C'est un accord qui pourrait être signé au niveau européen d'ici à la fin de l'année. Est-ce que justement il met en danger notre souveraineté alimentaire ? Est-ce que la France doit le signer ? Alors moi au début, je me suis aligné sur les
les demandes des syndicats agricoles, de producteurs agricoles. Ce sont des syndicats patronaux, nos syndicats agricoles. Et donc, j'adhère au principe de réciprocité et d'application des normes françaises aux produits importés. Donc, la distribution n'est pas très concernée parce que, en fait, nous n'importons que très peu de ces zones-là. Un petit peu de vin chilien, un petit peu de vin argentin, ça fait sympa dans les grandes foires au vin que nous proposons aux consommateurs. Par contre, il faut. Bon, c'est à la puissance publique de négocier. On m'a jamais demandé mon avis. J'ai jamais participé à une table de négociation de ces accords internationaux, bien qu'étant représentant le premier distributeur français. Mais de l'autre côté, l'Amérique latine, c'est aussi un formidable débouché, à la fois pour l'industrie agroalimentaire, mais aussi pour l'industrie de la mécanique, de la voiture, de l'armement, de l'équipement. Et donc, il faut trouver le bon deal, quoi. Je trouve qu'il faut... On pourrait tout simplement obtenir des 3 ou 4 grands acteurs français qui s'engageraient à limiter leurs importations de ces pays-là, en poulet, par exemple, en viande, en intrants. Ça obligerait les agriculteurs, les agriculteurs producteurs, l'agroalimentaire, la restauration et la distribution à un certain engagement de préférence nationale, par exemple, et à conditions égales. Et ça permettrait du même coup quand même à notre industrie automobile, à notre industrie des sous-marins de l'Orient, c'est vers là que j'habite, d'avoir des portes un peu plus ouvertes pour ne pas laisser ces marchés-là au marché chinois ou au marché américain. Ça pourrait même être une opportunité pour certaines filières agricoles, un débouché supplémentaire. Oui. Aujourd'hui, puisqu'on parle de balance commerciale et de problématiques de souveraineté, il faudrait peut-être aussi trouver des moyens de réexporter. Oui, mais justement, chez nous, on s'attribue, on se bat avec les Normands pour savoir où était le village d'Astérix, mais on est très défensif, quoi. Moi, je suis d'une génération, la génération de mon père, la génération d'Alexis Gourvenec, la génération d'Antoine Riboud, on était très offensifs. Et je pense que c'est ça qu'il faut retrouver. On a des compétences, on a des territoires, on a des process de fabrication, on a des hommes et des femmes capables de faire de très bons produits et d'exporter, et pas simplement dans le luxe. Et donc, je trouve qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à édifier des lignes Maginot, des barrages comme ça, comme si on allait empêcher les produits, bien sûr, chinois, mais aussi d'Amérique latine et demain du Nigeria. Il y aura 350 millions d'habitants au Nigeria, l'Afrique du Sud. Ils vont venir nous vendre des avocats, des kiwis. Donc, il faut aujourd'hui qu'on soit beaucoup plus offensif. Mais alors, est-ce que vous dites qu'il y aura de la viande argentine ou brésilienne un jour sur les étals de Leclerc, une fois que cet accord sera signé? Il y en a, mais c'est pour décorer. C'est pour, le prix de ces viandes est très cher. Mais c'est comme au restaurant, vous avez un peu d'angus écossais, vous avez du wagyu japonais. C'est pas ça qui gêne la vente de produits français dans nos magasins. Et je trouve que c'est bien d'avoir des caves de maturation. Nous-mêmes, les centres Leclerc, nous sommes les premiers acheteurs lors des grandes foires des bêtes à concours, par exemple. Bon, ça vous montre, ce sont des symboles de professionnalisme, ce sont des symboles, ça veut dire qu'on aime ça, qu'on propulse ça. Mais la viande que les Français mangent aujourd'hui, elle est là, chez Leclerc, elle est à 95% française. Le porc doit être à 98% français et très largement breton. Et c'est sur la volaille, il y a beaucoup de problèmes avec le Brésil. C'est surtout sur la restauration, c'est pas à cause de la distribution. Mais si on est honnête tous les deux, dans ce qu'on représente de Bretagne, c'est aussi les producteurs bretons qui sont allés produire là-bas, qui ont créé ce marché là-bas, quoi, avec des finances du Crédit Agricole. C'était laboratoire, c'était Tilly, tout ça qui... Voilà, notamment le poulet breton qui a investi au Brésil. Ouais, on n'est pas toujours très clair. Ouais. Une question sur la Chine, justement, Michel-Édouard Leclerc, car on sent qu'il y a vraiment un bras de fer entre le gouvernement français et la Chine en ce moment. Emmanuel Macron qui menace Pékin d'une hausse des droits de douane pour protéger l'industrie européenne, des importations chinoises qui viendraient envahir notre marché, notamment avec la guerre commerciale avec les États-Unis. Il a raison, Emmanuel Macron, de durcir le ton face à la Chine ? Et il a raison de durcir le ton, mais la question qui se pose, c'est la durée
qu'on prend pour essayer de négocier, quoi. Que ce soit pour le Mercosur, ça fait 20 ans qu'on est là-dessus, non? Ou 15 ans. Ah, oui. Et que ce soit la Chine, c'est pas d'aujourd'hui que les produits chinois se déversent en Europe. Vous en entendez parler à cause de Chine et des bêtises qu'il a faites illicites. Mais d'abord, il y a plein d'autres plateformes chinoises qui arrivent ou qui sont déjà en France, comme Temu, qui sont déjà la 5e et 6e plateforme préférée des Français. Donc la question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'on se bouge? Mais oui, c'est évident. Et ça appartient à l'État, c'est régalien. Les droits de douane, c'est une négociation globale. Il y a des plus et des moins à aller chercher dans un contexte qui est très variable. Je ne comprends pas, personnellement, c'est à l'autorité française et aux autorités européennes tout de suite de placer des billes, quoi. Et on ne peut pas accuser les commerçants d'acheter moins cher si en même temps on les laisse acheter moins cher. Enfin, faut voir on est dans une sorte de contradiction, quoi. Pour le coup, le président de la République vous a entendu, il revient de Chine, et en Chine, aujourd'hui, il menace la Chine de réinstaurer ou d'élever les droits de douane par rapport à tout ce que les Chinois peuvent exporter vers la France, et notamment, ils exportent énormément vers l'Union européenne parce que le marché américain s'est fermé aux produits chinois. Oui, mais vous savez, la manière dont on rapporte ça montre qu'on ne connaît pas les Chinois. Les Chinois, ce n'est pas la Chine. Les Chinois sont des entrepreneurs qui comprennent très bien. Si on les respecte, si on ne fait pas du racisme primaire en disant les Chinois vendent dans la merde, etc., si on les respecte, ils comprennent qu'il y a un prix d'accès au marché, que ça peut être le respect des normes, que ça peut être la position d'une information impact carbone que, par exemple, Leclerc va mettre sur tous les produits, y compris importés de Chine, dès le début de l'année. On va faire ça sur notre marque textile. Les Chinois comprennent ça. Ils vont faire ce qu'il faut pour satisfaire la demande des marchés qu'ils veulent conquérir. Donc maintenant, il faut que le politique comprenne qu'en face d'eux, ils ont des entrepreneurs qui sont prêts à entendre ça. Et qui s'adaptent. Et ce qui est... Je pense qu'on a là une période où on a cassé la diplomatie, on a voulu être un petit peu partout, mais on n'a pas été suffisamment fort dans un monde où le hard power s'est réinstallé, quoi. Et donc là, aujourd'hui, oui, très clairement, il faut mettre des contributions écologiques sur les trop petits colis. Ça n'atteindra même pas le pouvoir d'achat des Français, ça va inciter à acheter des colis plus élevés. On avait bien des droits de timbre sur les gros colis à la poste, c'est pas un sujet tabou. Sur ce qui concerne les produits importés qui viennent casser le tissu industriel français, qui sont trop prédateurs, la législation, elle existe. On peut mettre des droits de douane, on peut mettre des obstacles, des freins à l'importation de ces produits. Il faut savoir entrer dans le bras de fer. Moi, je ne suis pas un ultra-libéral, hein. Je suis pour le marché, mais avec de la régulation. Alors parlons des négociations commerciales, Michel-Édouard Leclerc, des négociations qui ont commencé entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Elles vont durer jusqu'au 1er mars et le gouvernement a préparé une charte de bonne conduite pour tous les acteurs. Ça veut dire que ce ne sera pas la guerre des prix habituelle ? Si. Ça va être la guerre des prix habituelle. Et puis, je peux vous dire que nous, Leclerc, on va aller chercher des baisses de prix. Hein, parce qu'il y a eu, quand même, sur 3 ans, des hausses de prix dont nous n'avons pas trouvé objectivement, et je respecte l'esprit de la charte, je ne polémique pas, mais nous n'avons pas trouvé les raisons de hausse de 38% de certaines graines de tournesol ou de pâtes sous prétexte d'Ukraine ou d'absence de moutarde, etc. Donc, on va aller chercher des baisses de prix pour nos consommateurs, pour les consommateurs français. Et la restructuration de la distribution française, la répartition des enseignes actuelles va jouer dans le même sens, parce que quand on passe de Casino à Intermarché, l'Intermarché va vendre 15% moins cher que le Casino. On va aller chercher ces baisses de prix. Et les grands industriels qui ont trop ramassé trop vite comprennent aujourd'hui que s'ils ne se réalignent pas sur le pouvoir d'achat des consommateurs français, ils vont perdre du marché au détriment des marques de distributeurs. Donc on va aller chercher des grandes marques moins chères et à défaut, nos marques de distributeurs de toute façon seront moins chères. La charte des négociations commerciales, elle va dans ce sens. C'est une façon aussi de mettre ou de partager, de répartir la pression sur les différents acteurs. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que la pression était beaucoup sur la grande distribution et très peu sur les industriels. Oui, objectivement, on a été jeté en pâture du monde agricole et du monde industriel, avec des lois d'ailleurs qui n'avaient pas de sens. On nous demandait de vendre plus cher.
Et puis avec le fait qu'on aurait fait des profits, on aurait acheté des produits agricoles, alors que salade, vous nous dites que les profits ou l'abus est plutôt du côté de l'industrie agroalimentaire, les produits la raison s'installe un peu. On se dit, les pouvoirs publics comprennent que quand il y a un contrat qui n'est pas légal, c'est les deux parties au contrat qui doivent être poursuivis et pas simplement le distributeur. Et puis ce qui est intéressant, là, c'est que dans la convention qu'on signe, et qui est très symbolique, hein, mais qui, elle dit quand même que les rôles sont répartis. C'est une nouvelle approche. C'est une approche plus équilibrée. Si Nestlé et Leclerc ne s'entendent pas ou font des trucs qui ne sont pas bien, c'est à la fois Nestlé et Leclerc qui sont en cause et pas simplement Leclerc. Ça, c'est important pour nos collaborateurs parce que ça crée une atmosphère délétère et uniquement en France, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus cool, quoi. Et ces négociations, elles pourraient aboutir l'année prochaine à une baisse des prix. Vous parliez dans votre interview hier dans le Journal du Dimanche d'une légère déflation en 2026, alors que d'autres observateurs, quand même, parlent d'une inflation. Alors oui, ça dépend de quoi on parle et de quel secteur on parle. Parce que là, on parle secteur de la consommation, d'accord, de la grande conso, celle de nos auditeurs à cette heure-là, avant d'amener les enfants à l'école et d'aller au boulot. Voilà, la grande consommation, aujourd'hui, elle va rentrer dans une période légèrement déflationniste. On ne va pas revenir en arrière sur les 28 ou 29% d'inflation qu'on a eu ces 3 dernières années. Oui. Hein, on va casser ce mouvement d'inflation structurelle qui était très spéculatif. Franchement, c'était très spéculatif. Et je pense qu'on va pouvoir manger et mieux vivre la consommation courante en 2026, au moins la première moitié de 2026, dans des conditions plus agréables. Le carburant, je ne sais pas, parce que ça dépendra beaucoup de la géopolitique. Ce n'est pas les quelques mouvements sur les certificats d'énergie, les surcoûts supplémentaires, où le gouvernement a mal répondu. Oui, il y a quelques centimes en plus qui seront dans la taxation du prix des carburants, correspondant à l'achat par les distributeurs d'énergie, de certificats d'énergie, justement. Mais c'est pas ça qui va faire le prix du carburant. Ce qui va faire le prix du carburant, c'est les tensions sur le prix du brut. Si ça dérape à Gaza, par exemple, ça peut repartir. Et puis, c'est aussi l'évolution du dollar. Hein. On oublie toujours que le prix du carburant, c'est beaucoup le prix du dollar. Alors concrètement, quels produits vont baisser, quels produits vont augmenter on n'a même pas commencé la négociation. On a jusqu'à la fin décembre pour recevoir les conditions de vente des grands fournisseurs. Il y a un groupe comme Leclerc négocie avec 7000 industriels. Je ne parle même pas des petites PME, des alliances locales, où on négocie pratiquement pas, mais 7000, c'est du traitement, même à l'heure de l'IA et du numérique. J'ai lu dans l'interview que vous avez donnée au Journal du Dimanche hier que, en fait, malgré la détérioration du contexte économique et social, l'anxiété qui étreint la France à tous les niveaux aujourd'hui, vous vous attendez à un Noël festif. Vous avez un observatoire des nouvelles consommations qui estime que 86% des Français vont dépasser leur budget habituel pour Noël cette année. Oui, parce que Noël, ça a une fonction exutoire. D'ailleurs, les 3 ou 4 pages que vous avez consacrées à la conso dans Ouest France depuis 15 jours disent un peu ça aussi. Hein. C'est joli, hein, et et je vous en remercie. Mais je vais me faire tuer par Coudurier, le patron du Télégramme. Voilà. Ouais. Et en fait, il y a une chape de plomb sur la société française. Les émissions politiques, on baisse le son, on ne sait plus où on en est. Avec 2 effets ou 3 effets inattendus, c'est la constitution d'une épargne d'attente. Il y a une épargne de précaution parce que beaucoup de jeunes pensent qu'ils ne toucheront jamais leur retraite. On a compris qu'il fallait attendre la discussion de fond sur d'autres mesures de financement du système social français. Elles ne viendront que dans le cadre des présidentielles et des programmes plus élaborés. Mais là, aujourd'hui, ce qui est très compliqué, par exemple, pour la consommation, c'est de savoir si on va continuer à avoir la prime Rénov' dans les bonnes conditions pour retaper le bâtiment. Il manque 2,5 millions de logements sociaux en France et il y a beaucoup de logements à racheter et à rénover. Donc l'incertitude nuit au placement de cet argent, à cet investissement et donc à tout le secteur des artisans et des plombiers, des peintres qui est derrière. Ça, c'est un premier truc. Et de l'autre côté, c'est la bagnole. La bagnole, il y avait
les pouvoirs publics qui étaient déjà pas très clairs entre l'électrique et le thermique avec la deadline, là, mais les constructeurs en rajoutent, et notamment la rivalité entre les constructeurs allemands et français en rajoute sur l'incertitude. Donc les jeunes n'achètent plus de voitures, ils achètent des voitures d'occasion éventuellement, sans savoir la valeur de revente, et ils louent. On est devenu Leclerc le premier loueur de voitures en France, c'est pour vous dire. Donc ça c'est pour la consommation, l'équipement. Pour la bouffe, pour la joie des fêtes familiales, pour les cadeaux, ça va faire le plein. Black Friday, aujourd'hui, est lié à Noël. C'est le début des achats de Noël. Les remises ont été faites beaucoup dans tous les groupes de distribution. Regardez bien ça, avec des tickets, des cagnottes, du cagnotage qui sera dépensé en complément à Noël. Et donc, on sait déjà que Noël sera bon. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à Michel-Édouard Leclerc, à nos parlementaires, à nos responsables politiques qui sont en pleine guérilla budgétaire aujourd'hui avec le risque qu'on n'ait pas de budget à la fin de l'année ? En fait, on n'écoute plus trop ça. On se projette après 2027 et moi, en tant qu'influenceur d'un mouvement qui a 180 000 salariés, je les emmène sur 2035, quoi. On est sur le nouveau type d'alimentation qu'ils souhaitent. Le Nutri-Score en est un symbole, c'est pas parfait, mais ça dit des choses, ça veut dire moins de gras, moins de sucre, etc. On négocie ça avec les industriels, et les industriels ne sont pas réticents à ça, hein. On est sur l'origine score, vous parliez de souveraineté, on affiche sur les QR codes, sur les étiquettes de nos produits, l'origine des 4 principaux ingrédients de toutes nos marques de distributeurs, y compris les produits premier prix, EcoPlus et tout ça. Donc il faut projeter les Français vers l'avenir plutôt que dans l'incertitude actuelle. Mais entendez-le, parce que c'est intéressant. J'arrive pas à en faire comprendre l'importance. C'est que les producteurs étrangers, même pour des biens chinois, Bangladesh, Turcs, Maghreb, qui viennent en France, on est en train de les voir un par un, et ils acceptent de mettre le poids carbone sur une étiquette avec les conditions environnementales et qui seront certifiées par des organismes internationaux type SGS, conditions sociales, ou EcoVadis, conditions environnementales. Et ça, c'est très positif. C'est très positif. Et même, vous avez dans les chaînes d'hôtels aussi maintenant, vous avez aussi ce type de certification. Donc, on sort un petit peu du court-termisme, du présentisme de l'Assemblée nationale et du Sénat, et on se projette pour nos enfants sur les 10 ans qui viennent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'avoir été... Il faut que toute la nouvelle économie reste accessible. Il ne faut pas que ce soit qu'un prétexte pour dire que ça va coûter plus cher. Avec l'IA et le numérique, les coûts marginaux vont devenir décroissants. C'est intéressant, la nouvelle économie aussi. Hein. La renouveler l'offre, c'est se projeter dans l'économie future et dans la consommation responsable. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Michel-Édouard Leclerc, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci Stéphane. On va regarder la une du journal Ouest France, qui est beaucoup lue par Michel-Édouard Leclerc. Une une consacrée aujourd'hui à la flambée des prix de l'immobilier sur la façade ouest. En 10 ans, il y a eu une véritable flambée des prix.